Au sein de la classe des bêta-lactamines, on distingue 5 familles d'antibiotiques. La première famille, donc, c'est la famille des pénicillines. La famille des pénicillines elle-même, elle regroupe plusieurs types d'antibiotiques. Parmi ces antibiotiques, on peut citer la pénicilline G et on peut citer la pénicilline V. La pénicilline G, c'est pour gold standard. La pénicilline G, donc c'est la fameuse pénicilline mise en évidence par le docteur Fleming. Et cette pénicilline, normalement, elle est administrée uniquement par voie parentérale, c'est-à-dire par voie intraveineuse et par voie intramusculaire. La pénicilline G, elle contient normalement un groupement qui est le benzylpénicilline. Donc, je l'ai signalé ici, la pénicilline G, elle est associée à un groupement qui est le benzyl, ce qui donne donc la pénicilline G. En revanche, la pénicilline grand V, c'est une pénicilline qui est destinée à être utilisée par voie orale. Et la pénicilline V, elle contient un autre groupement qui est le groupement phénoxyméthylpénicilline G. Donc en fait, la pénicilline G, quand elle est associée au groupement phénoxyméthyle, elle donne donc la pénicilline grand V. Alors, la pénicilline, je reviens un petit peu à la pénicilline G, il a son importance dans le domaine thérapeutique. La pénicilline G, pour avoir une action encore plus importante, il a été associé à un composé qu'on appelle la benzatine. La benzatine, c'est une diamine, comme c'est signalé ici, et quand la benzatine est associée à la pénicilline G, ça donne bien sûr la benzatine pénicilline G, et c'est ce qui est connu dans le domaine commercial par la dénomination de extensiline. Donc finalement, l'association de la pénicilline G avec la benzatine renforce l'activité de la pénicilline et donne un composé qu'on appelle l'extensiline. L'extensiline, il a une activité très importante et bien recommandée sur un germe bactérien qui est à l'origine des infections génitales. Le germe en question, c'est le Treponema pallidum. On va donc revenir sur le... Voilà. Le Treponema pallidum, c'est l'agent de la maladie transmise sexuellement, c'est la syphilis. Pour mieux lutter contre la syphilis, les auteurs ont associé à la pénicilline G, qui est donc la benzylpénicilline, ils lui ont associé la benzatine, ce qui donne l'extensiline. Et l'extensiline se vend dans le commerce à des doses qui sont bien sûr variables. Donc ce sont en principe des piqûres qui sont injectées soit par voie intraveineuse, soit par voie intramusculaire. Et ça tue parfaitement l'agent de la syphilis, qui est donc le Treponema pallidum. Toujours au sein des pénicillines, on distingue un deuxième groupe qui sont les pénicillines grand M.
Et pour les pénicillines grand M, ce sont des pénicillines qui sont associées à un groupement méthyle. On donne ici deux exemples, la méthicilline et l'oxacilline. Un autre groupe de pénicillines, ce sont les pénicillines désignées grand A. Ce sont donc des aminopénicillines. Donc ce sont des pénicillines qui sont associées au groupement amine. Ça donne des aminopénicillines. Je cite ici deux représentants des aminopénicillines, c'est l'ampicilline et l'amoxicilline. Un autre groupe de pénicillines, ce sont des pénicillines qui sont associées au groupement carboxyle. Et on donne comme représentant de ce type de pénicilline la ticarciline. La ticarciline, elle est normalement réservée à l'usage hospitalier, donc elle n'est pas vendue en pharmacie, mais elle est donc réservée uniquement à l'usage au niveau des hôpitaux. La ticarciline, en plus de son spectre de l'ampicilline, elle agit sur les entérobactéries qui sont isolées donc au niveau des hôpitaux et elle agit aussi sur les pseudomonas qui sont bien sûr sensibles à la ticarciline. Un autre groupe de pénicillines, le dernier, ce sont les pénicillines qui sont désignées par uréidopénicilline, donc ce sont des pénicillines associées au groupement uréide. Et on donne deux exemples, la méslociline et la piperaciline. Alors, ce sont donc des antibiotiques dont le spectre est analogue à celui de la ticarciline, et là aussi, elles sont réservées uniquement à l'usage hospitalier. Donc, elles ne sont pas vendues en pharmacie, elles sont donc uniquement utilisées au niveau des structures hospitalières. La deuxième famille des antibiotiques, toujours au sein de la classe des bêta-lactamines, c'est la famille des carbapénèmes. La famille des carbapénèmes regroupe plusieurs antibiotiques dont on peut citer comme représentants. Vous avez l'ertapénème, vous avez le méropénème, vous avez l'imipénème qui est très très important. Et il y a encore un autre que je n'ai pas cité ici, c'est le doripénème. Donc ertapénème, méropénème, imipénème, doripénème. Et vous avez un composé qui normalement ici est écrit sous forme italique, c'est le thiénam avec un R. En fait, le thiénam, c'est quoi? C'est une association entre deux composés et ces composés sont d'abord l'imipénème et puis ensuite la cilastatine. En effet, au niveau des structures hospitalières, ils utilisent non pas l'imipénème tout seul, mais associé à un composé qui est la cilastatine. C'est quoi la cilastatine et pourquoi est-ce qu'on associe ce composé à l'imipénème? Parce qu'il se trouve que certaines bactéries synthétisent des enzymes qui vont dégrader l'imipénème. Et en plus de ça, lorsque l'imipénème est utilisé pour donc éliminer des bactéries qui ont infecté le corps humain, il s'avère que certaines enzymes sont synthétisées par le rein, telles que la dihydropeptidase, et la dihydropeptidase normalement inhibe l'imipénème, d'où donc on associe la cilastatine, et donc ce composé-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inhiber l'action de l'enzyme qui est sécrétée par l'enzyme rénale. Là aussi, donc, je répète que le thiénam est réservé uniquement à l'utilisation au niveau des hôpitaux et il est surtout utilisé quand il s'agit donc d'infections par des bactéries multirésistantes. L'imipénème, donc, en fait, c'est l'antibiotique de choix pour lutter contre surtout les infections par des souches de Pseudomonas aeruginosa multirésistantes aux antibiotiques et aussi pour lutter contre des souches d'Acinetobacter baumannii qui sont là aussi multirésistantes aux antibiotiques. Une troisième famille au sein des
bêta-lactamine, c'est la famille des céphalosporines. Les céphalosporines sont donc un très grand groupe d'antibiotiques et malheureusement, vu la résistance de plusieurs bactéries à ce groupe d'antibiotiques, il a été mis en évidence beaucoup donc de céphalosporines. Ainsi, on distingue celles qualifiées de céphalosporines de première génération, celles qualifiées de deuxième génération, troisième, quatrième, cinquième. Donc, finalement, il y a même actuellement dans le commerce des céphalosporines de cinquième génération. J'ai donné ici en rouge le nom de quelques antibiotiques, bien sûr qui sont vendus dans le commerce, donc ce sont donc des noms de commerce, pour chacune donc des céphalosporines, qu'elles soient donc de première génération ou autres. Donc, vu donc la résistance des bactéries à ces antibiotiques, il a été donc mis en évidence, il a été donc, si vous voulez, mis sur le marché, synthétisé de nouvelles formes de céphalosporines. C'est pour ça que donc nous sommes aujourd'hui aux céphalosporines de cinquième génération. Et parmi les céphalosporines de cinquième génération, ici on signale quelques antibiotiques. Bien sûr, ce sont des noms chimiques ici cette fois-ci. Vous avez la ceftaroline, vous avez la ceftobiprole, la ceftolozane et la ceftolozane qui est associée au tazobactam. Donc, cette association, normalement, si on associe ce type d'antibiotique au ceftolozane, c'est parce que justement, quand on administre l'antibiotique tout seul, il est normalement inhibé par certaines enzymes bactériennes, d'où donc on ajoute un composé qui va inhiber, si vous voulez, l'action des enzymes bactériennes. Vous avez une autre famille d'antibiotiques toujours au sein de la classe des bêta-lactamines, c'est la famille des monobactam, et j'ai cité ici un représentant, c'est l'Astreonam. Et là aussi, les monobactam sont utilisés donc au niveau des hôpitaux. Ils sont réservés aux infections relativement sévères. Et vous avez la dernière famille des antibiotiques, c'est les inhibiteurs des bêta-lactamases. Les inhibiteurs des bêta-lactamases, donc ce sont bien sûr des antibiotiques, toujours donc classés dans la grande classe des bêta-lactamines, mais ces antibiotiques, si vous voulez, ils n'ont pas une action antibiotique notable. En fait, ils ne vont pas dégrader, ils ne vont pas éliminer, ils ne vont pas tuer les bactéries. Que font ces inhibiteurs ? Ils vont se fixer d'une manière qui est irréversible aux bêta-lactamases bactériennes, ce qui va donc protéger les bêta-lactamines de l'inactivation par effectivement les bêta-lactamases et va donc les rendre efficaces sur les bactéries et donc ils vont être éliminés. Au niveau donc de ces inhibiteurs, on peut distinguer trois composés qui sont donc des inhibiteurs de bêta-lactamase. On peut citer l'acide clavulanique, on peut citer le tazobactam et on peut citer le sulbactam. Alors le tazobactam, effectivement, on vient donc d'en parler tout à l'heure. Voilà, il est ici, le tazobactam. Vous voyez donc il est associé à un antibiotique et donc cette association elle est faite pourquoi ? Pour protéger justement l'action de cet antibiotique contre les bêta-lactamases bactériennes. Alors, pour ces inhibiteurs qui sont signalés ici, acide clavulanique, tazobactam, sulbactam, vous avez l'acide clavulanique, il est en principe associé à un antibiotique qui est l'amoxicilline pour former un composé qui est connu donc, au niveau des pharmacies qu'on appelle l'augmentin. Donc en fait, l'augmentin qui est vendu en pharmacie, c'est une association entre l'amoxicilline et puis un inhibiteur de bêta-lactamase qui est l'acide clavulanique. Vous avez ensuite le clavantin.
Le clavantin, c'est aussi un autre antibiotique qui est vendu en pharmacie, mais cette fois-ci, le clavantin, il est donc issu de l'association de l'acide clavulanique avec... Alors, voilà, c'est donc l'acide clavulanique qui est donc associé donc à la ticarciline, voilà, pour former donc le clavantin. Donc, soit l'acide clavulanique, on l'associe à l'acide clavulanique, il est associé à l'amoxicilline, soit on l'associe à la ticarciline pour donner donc le clavantin. Les deux autres produits, c'est-à-dire le tazobactam et le sulbactam, ce sont donc des inhibiteurs de bêta-lactamase, mais qui sont utilisés, qui sont réservés à l'usage hospitalier. Nous passons à une troisième classe d'antibiotiques, ce sont les macrolides. Les macrolides, ce sont des antibiotiques qui, comme leur nom l'indique, sont porteurs d'un macrocycle, macrocycle, et ce macrocycle est lui-même porteur d'une fonction lactone. Et sur cette fonction lactone vient se greffer deux ou plusieurs sucres dont l'un est aminé. Alors, en raison donc de la présence des amines sur ces macrolides donc ont une structure qui est basique. Une fonction, si vous voulez, basique, une structure basique. Donc, ce sont des molécules basiques en raison donc de la présence d'une fonction aminée sur le macrocycle. Parmi ces composés, parmi donc les macrolides, on peut citer quelques antibiotiques. Vous avez le principal, c'est l'érythromycine. L'érythromycine est un composé donc, qui est issu directement des souches de Streptomyces erythraeus. Donc c'est un composé donc, qui est naturel. Il est donc issu de cette souche-là. Vous avez d'autres composés, mais cette fois-ci, ils sont semi-synthétiques. D'accord ? On peut citer l'azithromycine, on peut citer la clarithromycine et on peut citer la roxithromycine. L'azithromycine, si vous voulez, on peut ouvrir une petite parenthèse parce qu'il semble qu'elle est actuellement utilisée pour aider à vaincre certains virus tels que le coronavirus. L'azithromycine, en fait, elle est utilisée pour lutter contre les infections bactériennes, surtout les bactéries à caractère parasitaire. En effet, certaines bactéries, quand elles infectent un tissu, elles pénètrent à l'intérieur des cellules. Nous avons vu les séances précédentes. Parmi donc ces bactéries, vous avez les Shigella par exemple. Mais il n'y a pas que les Shigella qui ont un développement intracellulaire. D'autres bactéries possèdent aussi un développement intracellulaire. On peut citer le cas des Neisseria. Les Neisseria, et surtout vous avez le Neisseria gonorrhoeae, qu'on appelle communément le gonocoque. Le gonocoque, c'est un diplocoque à gramme négatif. Et normalement, il est responsable d'infections génitales, urogénitales. Il est souvent donc présent dans les voies génitales femelles. Et les infections par ce type de germe, donc par ce gonocoque, par le Neisseria gonorrhoeae, donc c'est le nom, si vous voulez, scientifique. Le gonocoque, c'est donc le nom, si vous voulez, commun. Quand il y a une infection par le gonocoque, effectivement, il choisit des cellules qui sont généralement des polynucléaires, et donc c'est là où il est normalement abrité. Donc il a un développement intracellulaire. De même, le Neisseria meningitidis, qu'on appelle communément méningocoque, c'est aussi un diplocoque à gramme négatif. Il est responsable, on l'a dit à plusieurs reprises, il est responsable de méningite cérébrospinale
Et quand un individu est infecté par des souches de Neisseria meningitidis, ces souches, donc, normalement, choisissent un développement, là aussi, intracellulaire, et donc, ils vont se localiser aussi à l'intérieur donc, de polynucléaires, donc des globules blancs. Et l'azithromycine possède donc la particularité d'agir sur des germes bactériens à développement intracellulaire. L'azithromycine a été choisie, si vous voulez, dans le traitement des infections par le coronavirus, parce que, bien sûr, le coronavirus, bien sûr, quand il infecte un être humain, normalement, il a un développement à l'intérieur des cellules. Ça peut être les cellules pulmonaires, ça peut être aussi des cellules intestinales. Bref, il peut donc se localiser même au niveau donc, des cellules intestinales. Et donc, ça peut aider en quelque sorte à lutter, bien que ce n'est pas le traitement idéal. Donc, les chercheurs n'ont pas bien sûr démontré que c'est un antibiotique qui est donc idéal pour lutter contre de telles infections, c'est-à-dire les infections par le coronavirus. Donc, c'est juste une parenthèse pour l'azithromycine, c'est pour dire que c'est un antibiotique normalement qui est utilisé pour lutter contre les bactéries à développement intracellulaire, c'est-à-dire les bactéries qui ont un caractère parasitaire. Une autre classe d'antibiotiques, c'est celle des oligosaccharides. Comme l'on l'indique, donc, ils sont composés par des sucres, par des oses. Ce sont donc des antibiotiques qui vont interagir avec la grande sous-unité du ribosome bactérien en inhibant la synthèse protéique. À ce propos, on peut citer un représentant qui est l'évernicimycine et qui est produit par des bactéries de type Micromonospora carbonacées. Les Micromonospora carbonacées, ce sont des bactéries qui ont un mycélium. Donc leur structure végétative est sous forme d'un mycélium et donc ces souches sont à l'origine de la production d'antibiotiques qui est l'évernicimycine.